Le parti français d'extrême droite, Front National, a réélu dimanche à sa tête Marine Le Pen pour un troisième mandat. À 49 ans, la seule candidate a recueilli 100% des suffrages exprimés. Il y a eu 2,87% de bulletins blancs ou nuls. Les quelques 1500 militants présents au congrès du parti à Lille ont par ailleurs approuvé à 79,7% des voix exprimées les nouveaux statuts supprimant la présidence d'honneur. Ce titre avait été confié à Jean-Marie Le Pen, qui a présidé le parti durant 39 ans. En raison de ses propos polémiques répétés sur la Shoah, le fondateur du FN avait déjà été exclu du parti en 2015 par sa fille, qui lui a succédé à la présidence en 2011. L'exclusion de Jean-Marie Le Pen avait donné lieu à une longue bataille judiciaire entre le père et la fille. Samedi, le patriarche, qui jouit encore d'une grande popularité parmi les sympathisants du FN, ne s'est pas rendu au Congrès. Il a préféré passer son samedi à dédicacer dans une librairie parisienne ses mémoires dont le succès a entraîné un retirage. La finaliste de la présidentielle entame ainsi un troisième mandat à la tête du parti qu'elle a pour ambition de dédiaboliser afin de le transformer en parti de gouvernement. Pour parachever cette stratégie, Marine Le Pen devrait proposer aux militants un nouveau nom du parti. C'est un véritable cauchemar qui a été enregistré au Népal. Au moins 49 personnes ont été tuées et 22 autres blessées lundi dans le crash d'un avion de la compagnie bangladaise US Bangla Airlines en provenance de Dhaka, près de l'aéroport de Katmandou, le pire accident d'avion au Népal depuis près de 30 ans, d'après les autorités. Le bilan peut encore s'alourdir. De la fumée pouvait être vue s'élevant du terrain de football où l'appareil a chuté à l'est de l'unique aéroport international du pays. Au total, 67 passagers et 4 membres d'équipage à bord. Selon le site basé en Suède de suivi des vols en temps réel, Flight Radar 24, l'appareil était un bombardier Dash 8 Q400 turbopropulseur vieux de 17 ans. L'aéroport de Katmandou était fermé en raison de l'accident et les vols à l'arrivée étaient déroutés sur plusieurs villes. US Bangla Airlines est une compagnie privée lancée en juillet 2014 dont le premier vol international fut à destination de Katmandou en mai 2016. Le Népal a subi plusieurs catastrophes aériennes ces dernières années qui ont porté des coups sévères à son industrie du tourisme. La plupart de ces accidents ont été imputés à l'inexpérience des pilotes ainsi qu'à des problèmes de maintenance et de gestion. Les tensions semblent s'apaiser entre les États-Unis et la Corée du Nord. C'est du moins ce que laissent penser les propos du président américain Donald Trump. I wouldn't say Japan was thrilled, missiles flying over Japan. Je ne dirais pas que le Japon était ravi des missiles au-dessus du Japon. Ils sont très contents de ce que je fais. Qui d'autre pourrait le faire? Ils n'enverront pas de missiles. Pensez-y, ils n'envoient pas de missiles. Je le crois vraiment. Je pense qu'ils veulent faire la paix. Je pense qu'il est temps et que nous avons fait preuve d'une grande force. Peu de temps avant ce discours, Donald Trump avait rappelé sur le réseau social Twitter que la Corée du Nord n'avait pas mené d'essai de missiles depuis le 28 novembre 2017 et qu'elle avait promis de ne pas le faire pendant leur prochaine rencontre. Avec cette abolition, libre cours au président chinois le plus puissant depuis au moins un quart de siècle. À 64 ans, Xi Jinping pourra rester à la tête de l'État au-delà du terme prévu de 2023. C'est par 2958 voix pour, 2 contre et 3 abstentions que les députés de l'Assemblée nationale populaire ont sans surprise plébiscité lors d'un vote à bulletin secret un changement de la Constitution. La majorité des 2/3 était requise. Les mandats présidentiels étaient jusqu'alors limités à 2 fois 5 ans. L'amendement fait aussi entrer la pensée Xi Jinping dans la Constitution ainsi que le rôle dirigeant du Parti communiste chinois dans son article 1er. Une disposition qui peut laisser entrevoir une recrudescence de la répression à l'encontre des opposants au régime.
Il pourrait être accusé d'atteinte à la Constitution pour avoir simplement contesté la mainmise du PCC sur le pouvoir. Depuis son arrivée à la tête de l'État, début 2013, Xi Jinping a encore accru l'autorité du régime à grand renfort de propagande et d'une omniprésence dans les médias d'État. Mais sans concession aux libertés individuelles, une loi réprime sévèrement la dissidence sur Internet et des défenseurs de droits de l'homme ont été condamnés à de lourdes peines. Mardi, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, contre l'insécurité et l'immigration clandestine en provenance des Comores, mais aussi pour réclamer davantage d'actions de l'État. Mine de rien, la contestation entre dans sa 4e semaine. À son arrivée dans l'île lundi, l'intersyndicale et le collectif initiateur du mouvement ont refusé de rencontrer la ministre des Outre-mer. Ces derniers critiquent en fait sa légitimité et dénoncent notamment une mascarade et un manque de volonté du gouvernement de mener de véritables négociations sur leurs revendications. Mardi, l'on pouvait lire sur des banderoles « Non à la conférence, oui aux actions ». En référence à la conférence sur l'avenir de Mayotte proposée par la ministre Annick Girardin la semaine dernière. Elle a énuméré les efforts faits en matière d'effectifs de sécurité et annoncé des mesures supplémentaires contre l'immigration clandestine. Aussi a-t-elle ouvert le chantier d'un possible statut d'extraterritorialité pour l'hôpital, dont la maternité est la première de France, avec quelques 10 000 naissances chaque année. L'objectif est d'enrayer la multiplication des naissances d'enfants de mères venues des Comores voisines et en situation irrégulière, ce qui est perçu comme un abus du droit du sol. Dans ce climat, l'élection législative partielle prévue sur l'île le 18 mars est maintenue. Devant les députés européens réunis en session plénière à Strasbourg, la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a annoncé ce mardi que sur les 2 premiers mois de l'année, janvier et février, ils avaient réussi à sauver et libérer plus de 16 000 personnes des camps de Libye. Selon elle, il reste encore 4 000 à 5 000 personnes dans ces camps libyens, mais elle espère toutefois les faire partir d'ici à 2 ou 3 mois maximum, avec la collaboration des Nations Unies et l'Union africaine. Pour rappel, c'est en réponse à la situation critique rencontrée par les migrants bloqués en Libye, venus d'Afrique et du Moyen-Orient et qui tentent à terme de rejoindre l'Europe, en traversant à leur risque et péril la Méditerranée, que l'Union européenne avait indiqué en décembre que l'objectif était le rapatriement de 15 000 migrants d'ici à février. Et c'est dans cette optique que fin novembre, un groupe de travail avait été créé lors d'un sommet Union européenne-Union africaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est composé de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale des migrations et du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Lancée en 2015 par l'Union européenne, l'opération navale Sophia est chargée de lutter contre les passeurs et de former les gardes-côtes libyens. Sa mission a été reconduite en juillet par le Conseil européen jusqu'en décembre 2018. Les gardes-côtes libyens ont été très actifs, en particulier au second semestre 2017. Ils ont sauvé beaucoup de migrants, près de 18 000 migrants, alors qu'en 2015, par exemple, il n'était que 800. Des centaines de milliers de migrants, certains fuyant des conflits, d'autres la pauvreté, tentent de traverser la Méditerranée depuis la Libye pour rejoindre l'Europe. Et selon l'Organisation internationale des migrations, depuis le début de l'année, au moins 337 d'entre eux sont morts ou disparus au large de la Libye. Ce soir-là, ils sont une quarantaine à être venus écouter cet avocat dans la banlieue de Washington. Parents et adolescents immigrés sont anxieux. L'administration Trump a promis de supprimer le DACA. Ce décret d'Obama protège les Dreamers, arrivés illégalement aux États-Unis avec leurs parents quand ils étaient enfants. L'abrogation est contestée en justice et le Congrès n'arrive pas à se mettre d'accord sur une alternative. En attendant, le statut de Nicole, 17 ans, est en suspens.
Un jour, notre gouvernement tweet qu'il aime ses Dreamers, qu'il veut tout faire pour les protéger. Mais ensuite, comme par exemple au discours sur l'état de l'Union, il parle des Dreamers comme des criminels. Nicole joue au volley et participe au journal du lycée. Mais à la différence de ses camarades, elle n'est pas citoyenne américaine. Un secret qu'elle a mis du temps à partager avec ses amis. Tu réalises ce qu'elle dit et tu te dis, ça arrive à des vrais gens, c'est mon ami. D'une certaine façon, ça vient de nulle part, c'est comme un choc. Arrivée de Bolivie bébé, Nicole a découvert à 15 ans qu'elle était sans papier. Elle qui se croyait américaine tombe des nues. Après ça, je me suis dit, ok Nicole, tu dois accélérer le rythme, tu dois le faire. Ça va être dur, mais tu dois travailler plus dur, étudier plus, tu dois t'engager. Ses parents et ses 2 sœurs sont aujourd'hui régularisés. Mais si la loi tourne en sa défaveur, Nicole pourrait être expulsée dans un pays dont elle n'a aucun souvenir. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Ils peuvent aller après elle. On ne sait pas. Alors oui, nous avons peur. Selon un récent sondage, 76% des électeurs américains seraient favorables à la naturalisation des 700 000 Dreamers vivant aux États-Unis. Signe de cette difficulté, Angela Merkel n'a obtenu lors du vote à bulletin secret qu'une courte majorité de 364 suffrages. Autrement dit, elle a eu 9 voix de plus que la majorité requise, mais surtout 35 de moins que les 399 élus conservateurs et sociaux-démocrates de sa coalition. Mais peu importe, la dame de fer n'a pas pour autant perdu le sourire. C'est sous les regards de sa mère âgée de 89 ans et de son mari qu'elle a prêté serment. La chancelière allemande a donc entamé mercredi son 4e mandat. Durant ce nouveau mandat, elle va devoir répondre aux défis du populisme et de la refonte de l'Union européenne. Elle devra aussi diriger un pays bouleversé par l'essor historique de l'extrême droite, le parti Alternative pour l'Allemagne étant désormais la première force d'opposition. Le vote de mercredi marque la fin de la plus longue quête de gouvernement dans l'histoire d'après-guerre. Finalement, c'est la coalition réunissant la CDU, CSU et le SPD qui est reconduite. Et pour la première fois, la question de la succession est posée sérieusement, une partie des conservateurs ayant critiqué leur chef pour ses concessions au centre-gauche. En Allemagne, la stabilité rassurante longuement incarnée par Merkel, une fille de pasteur, a fini par se retourner en partie contre elle. Pour certains, elle a mis en danger le pays en l'ouvrant aux demandeurs d'asile musulmans. Pour d'autres, elle incarne l'immobilisme dans un monde en perpétuel changement. Même au lendemain d'un accord conclu avec le gouvernement pour mettre un terme au mouvement social qui secoue le territoire, la mobilisation se renforce. Et pourtant, après des heures de négociations avec la ministre française des Outre-mer, Annick Girardin, l'un des porte-parole du mouvement social avait salué mardi des avancées réelles. Il avait été indiqué que les Mahorais seraient rassemblés mercredi pour décider de la levée ou non des barrages, au moins pendant un mois. La tentative a été vaine. Nous, on est pacifiques. Il faut arrêter de prendre les gens pour des gens mauvais. On a fermé. Si l'État veut qu'on enlève nos barrages, ce n'est pas un souci. On peut enlever les barrages, mais seulement il faut qu'on arrive à s'entendre. À chaque fois, on se lève pour faire des grèves, il n'y a jamais rien qui avance. Donc cette fois-ci, on maintient jusqu'à ce que tout ce dont on veut, tout ce dont les Mahorais demandent, soit acté. Si c'est pas bon, nous on lâche pas. On a pris le temps du travail pour se coordonner avec l'ensemble des différents départements ministériels, que désormais l'État, avec l'ensemble de ses partenaires mahorais, a un mois pour pouvoir avancer et proposer des solutions de long terme. Les Mahorais ont reconnu les avancées qui ont été faites sur le front de l'éducation, sur le front de la sécurité et puis sur le front de l'immigration. Le gouvernement comorien a par ailleurs dénoncé mercredi la stigmatisation des Comoriens dans le mouvement social qui secoue l'île française de Mayotte dans l'archipel des Comores.